C'est fini le monde où maintenant la Chine est une économie où tout est moins cher. C'est fini. Elle le sait. C'est pour ça que ça commence à stagner. Donc c'est pour ça qu'il y a des problèmes bancaires. C'est pour ça que ça commence à stagner, parce qu'il y a une phase de transition. Et c'est là où on va regarder si la Chine va réussir à faire sa phase de transition. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Je fais de l'argent sur Internet. Et ensuite, avec cet argent, j'achète des programmes. Je n'ai aucun programme à proposer en termes d'investissement, donc je ne suis pas un charlatan. Je dépense des dizaines de milliers d'euros pour me former, savoir où investir et rien d'autre. La Chine aujourd'hui, maintenant, est en train d'exporter sa main-d'œuvre. Donc elle est en train aujourd'hui de devenir l'un des deux moteurs économiques du monde avec les États-Unis d'Amérique. Et c'est pour ça que les États-Unis d'Amérique le voient d'un très mauvais œil. Voilà, donc c'est fini le monde où tu vas en Chine, t'es pas assez rentable, tu prends ton industrie, tu prends tes moyens de production, tu vas les exporter, les déposer en Chine. C'est fini ce monde. Parce que la Chine est passée à une économie d'innovation, la Chine est passée à une économie type japonaise, type coréenne, type américaine, on innove. C'était évident quoi, parce que tout simplement, la Chine est en train énormément de gagner en niveau de vie. Qui dit développement économique dit niveau de vie qui augmente, subsidence plus chère, prix plus élevé, des coûts de l'énergie plus élevés. Donc toi, Européen qui va exporter ton industrie et la démettre en Chine, bah tu seras de moins en moins rentable. À ce qu'il paraît, l'économie de la Chine est malade. On va regarder cette vidéo de Veracash. La Chine, une économie malade. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de Breaking Cash, le podcast produit par Veracash. Aujourd'hui, nous allons tenter d'analyser la situation économique de la Chine qui est non seulement en pleine crise bancaire, mais également dans une croissance économique en berne avec des perspectives incertaines. Comment ces éléments s'interconnectent-ils et quelles sont les implications pour l'économie mondiale et pour les épargnants? La Chine, une économie malade, c'est le numéro spécial de Breaking Cash. La Chine fait face à une crise bancaire préoccupante avec des institutions financières en difficulté à cause de prêts non performants et de pratiques de gestion douteuses. On vous en parlait il y a quelques jours sur le blog de Veracash, ce ne sont pas moins de 40 banques chinoises qui ont fermé ou qui se sont vues fusionner par la demande du régulateur chinois. Mais en réalité, la situation est loin d'être récente puisqu'en 2021, des manifestations violemment réprimées ont éclaté dans le sud de Pékin, dans la province du Henan, mettant en lumière la frustration des épargnants face aux restrictions de retrait d'argent. Plus récemment, début 2024, le gouvernement chinois a intensifié ses efforts pour stabiliser le secteur bancaire, mais les défis persistent. Les banques régionales en particulier sont sous pression alors que les défauts de paiement augmentent. On pourrait déjà commencer à parler des banques. Moi, j'aimerais quand même dire ceci. Il faut énormément prendre des pincettes tout ce que les personnes vous disent sur la Chine. Les Européens ont des raisons de critiquer on va dire, les périodes délicates de la Chine, et les Américains ont d'autres raisons différentes des Américains de critiquer les moments délicats, les moments économiques délicats de la Chine. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que la Chine est dans une situation économique que les Européens n'ont jamais réussi à atteindre. Jamais. Donc, ils ne sont même pas capables de comprendre par quoi passe actuellement la Chine. Tu vois, parce que la Chine a connu la période économique dans laquelle se trouve l'Europe et a dépassé cette période économique. On va en parler plus tard en vidéo. Donc, les Européens ont une raison de critiquer la Chine parce qu'en fait, ils critiquent des choses qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Pour faire très simple, les Européens n'ont jamais innové. Ils n'innovent plus. Dire jamais non, mais ils n'innovent plus. Ils sont dans une économie que seuls les États-Unis d'Amérique actuellement connaissent et une économie que la Chine, aujourd'hui, est en train d'installer dans le pays. Donc les Européens ne comprennent même pas ce qui se passe en Chine. Maintenant, les Américains, c'est différent. Les Américains, eux, ils savent exactement par quoi passe la Chine et ils savent pertinemment que cela pourrait leur faire de la concurrence. C'est tout simplement l'économie de l'innovation, l'économie schumpeterienne. La Chine est en train de changer profondément la nature économique de son pays. Le seul pays qui actuellement a atteint ce niveau-là, c'est les États-Unis d'Amérique. Et ils le savent pertinemment. Donc on vous fait une propagande. On vous fait un soft power tout puissant pour vous dire que la Chine passe des moments troubles. Donc les Européens ne comprennent pas cela parce que les Européens ne font pas du schumpeterien. Aucun pays en Europe ne le fait. Aucun.
même européens, même les Suisses, même les Norvégiens, où les économies se portent très bien, ils ne font pas de Schumpeterien. Pas comme les Américains. Ils sont pas dans l'innovation américaine. Absolument pas. Eux, ils sont dans du ricardien, tu vois. C'est-à-dire du libre-échange entre pays. On va. Tu vois, Ricardo, il a parlé, par exemple, d'un concept très simple du portugais qui est bon pour faire du vin et de l'anglais qui est bon pour faire du drap, et que chacun va se concentrer sur sa spécialisation pour échanger avec l'autre. C'est ce que font les Européens. Tu vois. Et c'est donc ça que les Européens sont toujours. Bien sûr qu'il y en a qui innovent, mais même les Suisses. Les Suisses, ils font ce qu'ils savent faire de mieux. Et ils exportent derrière. Les Norvégiens, c'est des gens très chanceux parce qu'il y a du pétrole. Alors, le pétrole, c'est un pays complètement à la ramasse. Les Français, nous, on est encore dans le socialisme pur et dur. C'est-à-dire qu'on est encore, nous, on est encore au premier stade même de l'économie, le keynésianisme. Tu vois. Les Allemands, ça n'a jamais été ultra-libéral dans leur pays. Ça n'a jamais été très socialiste dans leur pays. Aujourd'hui, ils sont attrapés par le SPD, qui est un parti complètement de gauche, qui a décidé de vendre sa souveraineté économique. Tu vois. Donc, même le Luxembourg, c'est pas un pays aussi qui innove plus que ça. On est toujours dans la spécialisation de travail, ricardienne, ça peut être de la finance pour eux. Donc, les Européens ne sont même pas dans le stade que connaît actuellement la Chine, un stade économique de l'ultra-innovation. Les Américains, eux, le sont. C'est pour faire très simple, vous avez 3 stades économiques, mais je le dis vraiment de manière vulgaire. Vous avez le premier stade keynésien, le deuxième stade ricardien et le troisième stade schumpeterien. Tu vois. Dans le keynésien, c'est une économie de relèvement et que c'est... Oui, c'est une économie, c'est l'économie du relèvement, c'est l'économie de reconstruction, surtout après une guerre, le gouvernement intervient très fortement pour stimuler la croissance, les taux d'intérêt. C'est très dangereux de faire ça, hein. C'est très dangereux. Parce que s'il y a pas la production derrière, c'est l'inflation, c'est le communisme. Ensuite, tu as le ricardien, c'est-à-dire que bon, voilà, il y a une certaine autonomie libérale de certains pays, on va échanger des services, on va créer de la valeur ajoutée, les montres suisses, les voitures allemandes, l'intelligence artificielle, l'innovation japonaise. Voilà, ça c'est du ricardien. Et ensuite, on a une nouvelle économie encore plus dangereuse, c'est le schumpeterien. Là, c'est l'économie où il faut absolument tout casser, c'est la création d'industritrices et il faut aller chercher l'impossible. Et donc l'appareil industriel, plus il innove et plus il est productif. Plus il innove et plus il est puissant. Plus il est rapide et plus tu peux faire de l'argent. Actuellement, la Chine a l'appareil industriel, l'appareil de production le plus puissant au monde. Donc c'est le plus riche économiquement parlant. Et en fait, pour faire très simple, si tu regardes les courbes d'économie des pays, en fait, tu vois ton appareil de production, parce que c'est dans l'appareil de production que les gens s'enrichissent. Donc appareil de production, on va dire l'industrie. On s'enrichit dans l'appareil de production, dans l'industrie, c'est-à-dire le secteur primaire, secondaire et tertiaire, et non dans l'or. L'or, c'est pour préserver son argent. Mais quand tu veux gagner de l'argent, tu mets tes billes dans un des 3 secteurs. C'est l'appareil de production, c'est l'industrie. Quand tu regardes des pays, quand tu regardes un peu les courbes pour qu'un appareil de production devienne plus puissant, un appareil de production, c'est une industrie qui s'est mieux automatisée, mieux standardisée, mieux vendre plus rapidement. Eh bien, tu vas voir que, par exemple, si tu regardes une courbe, tu vas vite te rendre compte en fait que l'appareil de production, son espérance de vie, ou bien sa courbe de développement, ça commence comme ça. Et là, ça bloque. C'est le keynésianisme. L'économie de l'aberration, le gouvernement fait tout le travail. Dangereux. Ensuite, ça monte un peu, c'est du ricardien. Donc on commence à échanger des services. L'Empire britannique, c'est ce qu'il a fait, hein, avec sa politique du libre-échange. Ensuite, ça continue de monter pour aller encore plus loin. Là, c'est du schumpeterien. Là, il va falloir aller dans le dur, il va falloir innover. Le seul pays qui le fait, c'est les États-Unis d'Amérique. Voilà. Maintenant, pour parler des banques, donc faire très attention à ce que disent les gens qui vous disent que la Chine est en danger, parce que la Chine a aujourd'hui le meilleur appareil de production, le meilleur appareil industriel au monde. Donc, en d'autres termes, la Chine est le pays le plus riche économiquement parlant. Regardez les courbes de l'appareil de production chinois, ça ne fait que monter. Problème bancaire, on s'en fout. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il y a des problèmes bancaires. Parce que la Chine est justement en train de passer du ricardien à l'innovation. Déjà, première chose, lorsque vous entendez qu'une banque ou que des banques sont mal gérées dans leur pays, il faut plutôt s'intéresser à qui est acteur principal derrière la banque. La Chine, actuellement, aujourd'hui, les banques sont nationalisées. Donc, ce que vous allez faire pour savoir s'il faut vraiment s'inquiéter de l'état de santé des banques, regardez les actions du gouvernement chinois.
Le gouvernement chinois est aujourd'hui le pays le plus libéral au monde. Ça peut choquer des gens, oui. La Chine, c'est un pays ultra libéral. On est dans un capitalisme ultra sauvage. On est dans une compétitivité à l'international et le national, ce qui fait que l'appareil de production chinois est ultra efficace, pas innovant, parce que là, ils sont en train de commencer vraiment dans l'innovation avec les soleils, l'intelligence artificielle, la 5G de Huawei. Ils sont vraiment en train de pousser, mais efficace. Efficace. Le ricardien, c'est aussi ce qu'on peut appeler la main-d'œuvre, tu vois. On exporte pour chercher à produire moins cher. C'est aussi ça. Donc, la Chine, le pays libéral, le pays est en train d'innover. Donc, pour regarder, là, les banques nationales chinoises sont. Là, les banques chinoises sont nationalisées. Vous regardez ce que fait le gouvernement. Vous regardez les bons du trésor du gouvernement. Aujourd'hui, tout se passe bien avec les bons du trésor chinois. Vous regardez comment le gouvernement manipule sa monnaie. Aujourd'hui, le gouvernement, il manipule sa monnaie correctement. Il sait dévaluer pour permettre l'exportation. Il sait dévaluer pour corriger le tir. Il fait plein de choses derrière. Donc, il n'y a absolument pas à s'inquiéter des banques nationalisées parce que le gouvernement ne fait pas n'importe quoi avec la banque, avec la monnaie et avec, on va dire, le libéralisme économique présent dans le pays. Maintenant, si la banque était nationalisée, mais que le gouvernement faisait n'importe quoi, comme en France, tu vois, il y a quel pays où les banques sont nationalisées? On pourrait parler du RSS. Je n'ai pas un exemple en tête comme ça. Mais si les banques sont nationalisées et que vous regardez que le gouvernement manipule mal sa monnaie, les bons du trésor du pays sont vraiment mal gérés, personne ne va acheter, personne ne va en acheter, les investisseurs privés regardent ça d'un certain œil, ils se disent c'est dangereux. Là, je peux vous dire que oui, là, les banques nationalisées, c'est très dangereux. Très, très, très dangereux. C'est tout. Il ne faut pas se casser la tête plus que ça pour ce qui est des banques. Il ne faut pas se casser la tête plus que ça pour ce qui est des banques. Maintenant, lorsque les banques sont privatisées, pareil, vous regardez l'efficacité de l'appareil de production du pays, comme les États-Unis d'Amérique. Regardez l'appareil de production du pays. Par exemple, pour les États-Unis d'Amérique, pour ce qui est de l'appareil de production du pays, il est catastrophique. Il est catastrophique. Les Américains, aujourd'hui, une balance commerciale encore positive parce qu'ils ont le dollar. Mais t'enlèves le dollar à l'Amérique, c'est n'importe quoi. La balance commerciale est déficitaire. Elle est déficitaire. Donc là, les États-Unis d'Amérique tiennent encore le coup parce qu'ils ont le dollar. Donc le système bancaire américain, en plus ils font du quantitative easing, c'est très dangereux. Très 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 dangereux. Donc quand vous voulez savoir si une banque est en danger, regardez plutôt qui est derrière la banque. Est-ce que la banque est nationalisée? Ok, c'est les nationalisés, comment se comporte le gouvernement? Est-ce qu'il gère bien la monnaie? Est-ce qu'il laisse les gens travailler comme ils veulent? Est-ce qu'il innove correctement? Est-ce qu'il laisse les gens innover? Est-ce qu'il y a du socialisme trop en place dans le pays, ce qui empêche l'innovation? Il faut regarder. Est-ce que la banque est privatisée? Ok, la banque est privatisée. Quelle est l'efficacité quelle est l'efficacité de l'appareil de production du pays? On peut regarder l'appareil de production de la France, c'est un exemple parfait. L'appareil de production français est une catastrophe. Donc, investir dans des banques privées en France, c'est de la folie. La France ne gère pas sa monnaie. La France n'a aucun appareil industriel. 9% du PIB français est industriel. La France n'a aucune souveraineté monétaire, aucune souveraineté militaire. Donc, les banques privées françaises, il faut être fou pour laisser son argent dans les banques. Il faut être fou pour avoir confiance à tout ce que les banquiers en France vous proposent. Tout simplement parce que l'appareil de production français ne fonctionne pas. En plus, tu as beaucoup de socialisme en France. Un socialisme qui n'est même pas efficace, car le gouvernement français fait n'importe quoi avec l'argent, on ne sait pas où va l'argent. L'appareil de production français est en très mauvaise santé parce que le gouvernement détruit à la fois les travailleurs et il détruit à la fois... Alors, c'est même pas qu'il détruit les travailleurs, c'est qu'il collecte de l'argent, au nom du socialisme, l'argent ne va pas chez les travailleurs. Il collecte de l'argent en prélevant les bénéfices des entrepreneurs. Les entrepreneurs, eux, derrière, ils ne peuvent pas faire du business tranquillement. Donc, en France, industriellement parlant, en termes de production, rien ne va plus. Donc, en France, si les banques étaient nationalisées, alors là, il n'aurait pas fallu courir, il aurait fallu se jeter dans la mer, automatiquement. Les banques sont privatisées en France. Même ça, c'est une catastrophe parce que l'appareil de production français ne fonctionne pas. D'accord? Donc, il faut faire attention avec ce qui est des banques. Maintenant, il est en train de dire que les banques, il y a des problèmes d'épargne avec les banques. Le gouvernement
à bloquer, à bloquer l'argent des gens. Bah, écoutez, c'est ce que je suis en train de dire. La Chine est en train de passer d'une économie ricardienne, une économie de l'exportation, de la balance commerciale, de la spécialisation du travail, notamment de la main-d'œuvre, à une économie de l'innovation. Donc ça veut dire que, et c'est le problème qu'on a par exemple en France, les Français ne comprennent pas ce qui se passe en Chine parce que les Français n'ont jamais connu ce problème en Chine. Les Français, eux, la seule chose qu'ils savent faire lorsqu'ils font de l'argent, c'est de faire de l'immobilier. Le meilleur moyen de plomber un appareil de production, c'est de tout le temps prendre son argent, de prendre sa valeur ajoutée, de le mettre dans l'immobilier. Parce que l'immobilier capture une masse monétaire qui d'ailleurs ne peut pas être réinvestie autrement. La Chine, elle est en train de le comprendre, tu vois. Donc, les gens qui épargnent pour laisser de l'argent dans la banque ou bien qui épargnent pour acheter beaucoup d'immobilier parce que les Chinois, eux aussi, avaient cette croyance fondamentale forte de l'immobilier, eh bien, ça plombe d'ailleurs une économie. Tu vois, par exemple, en France, si un jour, par inadvertance, si par magie, le gouvernement se remet à faire quelque chose de formidable, parce qu'on sait pertinemment que la mentalité française, c'est de s'enrichir et ensuite de tout parquer dans l'immobilier, il faut mettre des taxes. Même si demain, le gouvernement français fait les choses correctement, il faut mettre des taxes. Parce que le français, tu vas lui donner plein d'argent, il va aller faire de l'exportation, c'est-à-dire qu'il va acheter des produits qui viennent d'ailleurs. Est-ce que le gouvernement peut manipuler sa monnaie pour corriger le tir lorsque la balance commerciale va être déficitaire? Je ne sais pas. Le français va aller prendre, va acheter tout dehors, là. Il va le ramener en France. Donc la balance commerciale de la France, bam, elle devient négative. Demande à Mitterrand qui avait augmenté le salaire des gens. Et ensuite, en plus de cela, lorsqu'il s'enrichit, il achète de l'immobilier. Donc de l'argent qui aurait pu servir à de l'innovation, de l'argent qui aurait pu servir et qui aurait pu être mis à disposition des entrepreneurs pour créer plus de valeur ajoutée, pour rendre l'appareil de production du pays plus efficace, plus innovant, eh bien non, il est bloqué dans l'immobilier. Donc encore heureux, par exemple, en France, il y a les taxes foncières chaque année, encore heureux qu'il ait droit de succession, parce qu'il faut sortir l'argent de cet immobilier. Et la Chine, c'est le cas. La Chine, il y a une forte croyance de l'immobilier en Chine chez les Chinois. Aujourd'hui, le gouvernement chinois dit, c'est terminé, maintenant on passe à une économie d'innovation. Donc voilà, les gens sont en train de pleurer leur épargne. Oui, mais l'épargne, c'est bon. On le stimule maintenant pour passer à une nouvelle phase de prise de risque, la création destructrice. Donc il faut faire attention aussi avec ces concepts. Oui, actuellement c'est délicat en Chine, tout n'est pas tout rose, mais il faut comprendre que la Chine est en train de transitionner. Donc faites attention. Et après j'aimerais qu'on parle plus tard de la Chine et des États-Unis d'Amérique pour vous rendre compte que s'il y a bien un endroit où il faut investir aujourd'hui, c'est la Chine et pas un autre pays. Regardons ce qu'il a à dire encore. La croissance économique de la Chine, autrefois le moteur de l'économie mondiale, ralentit considérablement. Vous voyez ça, on ne peut pas lui laisser dire ça. Le moteur de l'économie mondiale, ça ne veut absolument rien dire. Absolument rien dire. Rien dire. Ça veut dire quoi, moteur économique mondial? Parce que la Chine, jusqu'à très récemment, la seule chose que la Chine savait faire, c'était faire en sorte que les gens ont une industrie, ils viennent exporter leur industrie pour la déposer en Chine et maximiser sur le profit. C'est pas de l'innovation. Hein. On est toujours sur une économie de Ricardo. C'est pas de l'innovation. Les États-Unis, par contre, eux, alors oui, ils exportent aussi leur économie, leur industrie pour la déposer en Chine, mais ils sont toujours dans l'innovation. Donc, le moteur, c'est quoi? Est-ce que le moteur, tu le bases sur la capacité à innover pour toujours pousser l'économie et l'industrie dans ses retranchements afin d'innover? Ou bien tu le pousses, ou bien le moteur économique, c'est plutôt maximiser les profits, on fait des choses qu'on sait déjà faire, et puis au moment où c'est plus rentable, on s'arrête, et puis voilà, quoi. On sait plus quoi faire. Ça veut rien dire. S'il aurait dit la Chine a été durant longtemps l'usine du monde, ce qui a permis à beaucoup de personnes de faire du profit, là, ok, ça passe. Mais moteur, non, je suis désolé. Ce qui a preuve du contraire, encore aujourd'hui, la Chine est en train aujourd'hui de commencer à innover. Le moteur, c'est encore les États-Unis d'Amérique, c'est eux qui innovent encore. C'est encore eux qui innovent. Donc c'est parce qu'ils innovent que derrière, on est capable encore de pousser plus loin le concept de moyens de production, le concept d'industrie dans le monde. Donc là, aujourd'hui, la Chine commence à être le moteur du monde. Parce que même la Chine, aujourd'hui, maintenant, est en train d'exporter sa main-d'œuvre, est en train d'exporter son industrie,
Et il y a des pays autour d'elle, comme le Vietnam, comme la Malaisie, comme le Bangladesh, tous les pays où vous voyez Made in lorsque vous achetez des habits chez Zara. La Chine, aujourd'hui, maintenant, est en train d'aller d'exporter sa main-d'œuvre. Donc, elle est en train aujourd'hui de devenir l'un des deux moteurs économiques du monde avec les États-Unis d'Amérique. Et c'est pour ça que les États-Unis d'Amérique le voient d'un très mauvais œil. Voilà, donc c'est fini le monde où tu vas en Chine, t'es pas assez rentable, tu prends ton industrie, tu prends tes moyens de production, tu vas les exporter, les déposer en Chine. C'est fini ce monde. Parce que la Chine est passée à une économie d'innovation. La Chine est passée à une économie type japonaise, type coréenne, type américaine. On innove. Et c'était évident, quoi, parce que tout simplement, la Chine est en train énormément de gagner en niveau de vie. Donc, qui dit développement économique dit niveau de vie qui augmente, qui dit subsidence plus chère, prix plus élevé, coût de l'énergie plus élevé. Donc toi, Européen qui va exporter ton industrie et la démettre en Chine, bah, tu seras de moins en moins rentable. Donc si tu veux encore toi maximiser ton moyen de production et que tu cherches une main d'œuvre, tu vas plutôt au Vietnam, en Malaisie, tous les pays qui sont autour. Mais tu vas pas en Chine. Donc moteur économique, c'est doucement. Doucement, tu vois. La Corée du Sud, elle n'a pas attendu la Chine pour, elle, faire de la valeur ajoutée chaque année. Tu vois, parce que eux, ils innovent. Le Japon n'a pas attendu la Chine pour le faire. C'est la seule chose qui compte pour ce qui est du paradigme de moteur économique, c'est l'innovation. Donc la Chine commence à être l'un des moteurs économiques aujourd'hui avec la Corée, le Japon, Taïwan, les États-Unis d'Amérique. Franchement, en Europe, est-ce qu'il y a un pays qui innove vraiment en tant que tel? Il n'y en a pas un seul. Donc, faut faire attention avec des mots comme ça. En 2023, le PIB chinois a atteint péniblement les 3%, c'est bien en deçà des attentes, mais il faut le noter, c'est toujours plus que la plupart des pays occidentaux. Et c'est pour ça justement que la Chine aujourd'hui a actuellement une économie qui stagne. C'est le problème des deux économies dont on a parlé, keynésienne et ricardienne. C'est des économies où on fait des choses qu'on sait déjà faire. Relèvement économique, reconstruction et libre-échange. C'est des choses qu'on sait déjà faire. Et comme je l'ai dit, quand tu regardes la classe d'actifs, lorsque tu regardes le développement de ton appareil de production dans le pays, pour qu'il monte et qu'il continue de monter, il va falloir au bout d'un moment atteindre le type d'économie schumpeterien. Parce que là, tu sors du... C'est le problème des clans glorieuses. Les Français nous parlent tous de clans glorieuses, mais il est évident que ça n'allait durer que 3 ans. Il n'y a eu aucune innovation dans les clans glorieuses. À part peut-être le nucléaire, qui a été détruit. Aucune. Parce qu'on a... C'est pas une critique, on a fait des choses qu'on sait déjà faire. Donc au bout d'un moment, lorsque tu finis de faire des choses que tu sais déjà faire, bah, tu commences à te gratter la tête, tu te dis, bon, va falloir peut-être que là maintenant, je prends vraiment des risques. Donc l'économie chinoise aujourd'hui stagne parce qu'elle a terminé son paradigme ricardien. Elle a terminé de faire son libre-échange. Elle, son libre-échange, ça a été la main-d'œuvre, ça a été l'usine du monde entier. Elle a manipulé sa monnaie, on a ramené les usines de l'Occident en Chine. Tout le monde était content car la Chine s'enrichit et l'Européen, lui, il maximise de ses profits. C'est terminé. Pourquoi est-ce que c'est terminé? Parce que la Chine a son niveau de vie qui a beaucoup augmenté. Et qu'est-ce qui se passe quand ton niveau de vie augmente beaucoup? Eh bien, tu es obligé d'innover. Tu es obligé de changer ton paradigme économique. Et donc là, maintenant, parler de branding, de parler de valeur ajoutée, de parler de marketing, de parler d'innovation, plutôt que de juste chercher à faire la chose la plus moins chère possible pour derrière dire être compétitif vis-à-vis des autres. Tu vois, la Suisse, par exemple, l'industrie suisse fonctionne merveilleusement bien, tout simplement parce que ces gens innovent, ils font de la valeur ajoutée, ils innovent, ils font de la valeur ajoutée. Donc, le Suisse, par exemple, lui, son problème n'est plus de chercher à faire la chose la moins chère. Le Suisse, son premier lutte, c'est de faire comprendre que nous sommes les meilleurs dans ce domaine-là. Il y a tout un branding qui a été mis en place. Et derrière, le marché a une croyance fondamentale que, par exemple, les Suisses sont les meilleurs pour ce qui est des montres. C'est dans cette économie qui est en train de partir la Chine. C'est fini le monde où maintenant la Chine est une économie où tout est moins cher. C'est fini. Elle le sait. C'est pour ça que ça commence à stagner. Donc c'est pour ça qu'il y a des problèmes bancaires. C'est pour ça que ça commence à stagner, parce qu'il y a une phase de transition. Et c'est là où on va regarder si la Chine va réussir à faire sa phase de transition, ce qu'elle est déjà en train de réussir, parce que, encore une fois,
Vous regardez l'appareil de production chinois, regardez la courbe du développement de l'appareil de production chinois, il n'a jamais arrêté de monter. Jamais. Il a jamais arrêté de monter. Il y a des classes d'actifs comme immobilier en Chine qui ont commencé à baisser. On pourra même parler plus tard des classes d'actifs. Ça commence à baisser, mais pour ce qui est de l'appareil de production chinois, il n'a jamais cessé de monter. Contrairement à la France, la France, ça fait comme ça. Ouh. L'Allemagne nordiste, ça fait comme ça. Ouh. Alors que les pays nordiques, ça monte. Hein. Les pays nordiques montent parce que le gouvernement n'essaie pas d'intervenir. L'Amérique aussi, c'est bon. L'Amérique, on peut dire que ça monte, mais eux, c'est parce que s'ils ont derrière la monnaie et puis ils ramènent des entrepreneurs extraordinaires dans leur pays. Mais l'Amérique, je ne sais pas comment ils vont faire lorsqu'ils vont plus avoir leur monnaie. Mais bon, on va dire que c'est encore positif, même si, bon, en réalité, c'est très douteux. Mais l'appareil de production chinois n'a jamais cessé de monter. Donc, voilà. Plusieurs facteurs contribuent à ce ralentissement, des restrictions commerciales avec les États-Unis, une demande intérieure faible et des problèmes structurels au sein de l'économie chinoise. La politique zéro Covid a également eu un impact négatif sur la consommation et sur les investissements. Je vous le disais en introduction, le futur économique de la Chine. Les investissements aussi, il faut faire très attention. J'ai pas envie de couper cette personne sans arrêt. La vidéo fait 5 minutes, j'ai parlé plus de 25 minutes. C'est scandaleux. Les investissements aussi, c'est encore un mythe. Mais je vais d'abord laisser terminer, après on reviendra sur les investissements. Mais on peut même déjà parler des investissements, que c'est un mythe. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez, est-ce que j'en parle maintenant ? Lorsque vous avez de l'argent, lorsque vous êtes un grand épargnant, comme les Japonais par exemple, pour savoir où épargner, il faut savoir où se trouvent les capitaux du monde. Il faut savoir où se trouve l'or et il faut savoir où se trouvent tous les capitaux. Où est-ce que se situent les capitaux et où est-ce qu'ils sont investis. Alors, non, où est-ce que se situent les capitaux pour ensuite être investis dans une économie, dans une industrie. Quand vous regardez aujourd'hui le monde, n'allons pas trop loin. Commençons à partir de 1492, lorsque les Espagnols qui ont financé Christophe Colomb découvrent l'Amérique. Vous avez les Espagnols qui ont fait un peu de magouille, donc on va dire Autrichiens-Espagnols, qui étaient la première puissance économique mondiale. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils étaient première puissance économique mondiale ? Parce que les Espagnols détenaient dans leur rang ce qu'on appelle les provinces unies espagnoles et autrichiennes, les Pays-Bas, Luxembourg, Belgique. Ces gens étaient d'une capacité énorme, ils étaient d'une capacité exceptionnelle pour accumuler du capital. Donc ce pays était le plus riche. C'est là où se trouvait le capital, c'est là où il fallait investir. Première chose, c'est là où se trouvait l'or, d'abord, c'est eux qui amassaient le plus d'or, et c'est là où le capital y était. Donc si on avait des billes à ce moment-là à investir dans un appareil de production, il aurait fallu investir en Espagne. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la guerre de 80 ans. La guerre de 30 ans, d'abord, dans la guerre de 80 ans, et dans la guerre de 80 ans, il y a la guerre de 30 ans. 1648, vous avez un traité de Westphalie. Les provinces unies sont indépendantes. Elles deviennent indépendantes. Donc, l'Espagne qui, lui, derrière, avait une capacité inouïe à lever du capital grâce à ces provinces unies, eh bien, il se retrouve sans, au final, ces provinces unies qui lui permettaient d'avoir cette place de privilégié en termes d'économie, capitaliste. Donc, à partir de 1648, vous avez quelques années plus tard, vous avez déjà de 1 les Pays-Bas qui deviennent, durant un court instant avant l'Angleterre, la première puissance économique du monde. Et vous avez ce qu'on appelle une bourse d'Amsterdam. Et c'était là que vous avez tous les capitaux du monde qui étaient réunis. Donc les gens, les investisseurs, lorsqu'ils ont des billes, ils vont dans la bourse d'Amsterdam pour savoir où investir. Amsterdam, les Pays-Bas étaient une grande puissance, ils avaient une marine, ils font la guerre 3 fois à l'Angleterre, ils gagnent 2 guerres sur 3. D'accord ? Ils ont New York, ils perdent d'ailleurs New York ensuite suite à l'Angleterre. Ils sont en Inde, ils sont dans le Pacifique, ils font énormément d'argent. Donc l'appareil industriel basque, l'appareil industriel des Provinces Unies était très intéressant pour les investisseurs étrangers. Donc c'est pour ça que la bourse d'Amsterdam était la première. J'ai des billes, je vais dans la bourse d'Amsterdam, je vais déposer ces billes.
Les Pays-Bas sont en compétition directe avec l'Angleterre. L'Angleterre dépasse les Pays-Bas pour l'unique et seule raison que l'Angleterre a modernisé son armée, elle a modernisé son économie et a réussi, a été, vainqueur de plusieurs guerres successives. Guerre de religion, donc guerre des religions dans tous les pays du monde, guerre protestante, la Prusse se développe, elle devient protestante, les Nordiques deviennent protestants, les provinces unies de l'Empire britannique, de l'Empire habsbourgeois devient protestante. En France, c'est le bordel. En Espagne, un peu moins parce qu'il y a l'Inquisition espagnole. Ensuite, guerre de 80 ans. C'est là où l'Espagne commence à perdre toute sa splendeur. Dans la guerre de 80 ans, vous avez la guerre de 30 ans. Donc là, on a encore des guerres de religion protestante. Traité de Westphalie, la Suisse à part, les provinces unies, Luxembourg, Belgique, et comment ils s'appellent, les provinces unies sont à part, elles aussi. Donc l'Espagne, c'est terminé. Donc les Pays-Bas remontent. Les Pays-Bas sont en compétition avec les Anglais. Les Pays-Bas, derrière, grosse puissance économique, bourse d'Amsterdam. Derrière, qui a tous les capitaux du monde. L'Angleterre et les Pays-Bas rentrent en guerre 3 fois. Ils gagnent. L'Angleterre gagne la première guerre, mais je pense qu'il y a... ils gagnent la première guerre, donc parce qu'ils se battaient pour le contrôle de la mer. Est-ce que c'était la mer du Nord ? Je pense que c'était la mer du Nord pour ce qui était du contrôle maritime pour les routes commerciales. Donc après, il y a 2 autres guerres. Une deuxième guerre où la France supporte les Pays-Bas. Là, les Pays-Bas gagnent la guerre, mais ils laissent New York aux Anglais. Et la 3e guerre, c'est pareil. Les Pays-Bas gagnent. Cependant, l'Angleterre, elle se développe. L'Angleterre fait une succession de réussites en termes de victoires par rapport à la France. Elle décime la France dans la guerre de 7 ans. Il y a une guerre, la guerre de succession d'Espagne, qui a vidé les caisses de la France. L'Angleterre en sort victoire. Ça a encore plus détruit l'Empire. Alors, attendez, c'est l'Espagne et la France face à la Prusse, l'Angleterre, la Russie est avec la France, l'Autriche est contre la France car l'Autriche ne voulait pas perdre l'Espagne comme influence. Donc là, guerre et catastrophe, l'Angleterre en sort vainqueur et là, elle a tué tout le monde parce qu'elle a les terres maintenant au Pacifique, en Inde, parce que l'Angleterre dynamise sa navy royale, redynamise son économie, la rend plus moderne et là, elle, du coup, déclasse les Pays-Bas. La France, elle a exterminé, elle n'a plus aucune concurrence, ce qui lui permet de devenir la première puissance indécente du monde, avec en plus la monnaie papier, ce qui rend son industrie plus rapide, parce que je répète encore une fois, une industrie efficace est une industrie rapide qui standardise, automatise, qui va à grande échelle rapidement. Donc là, il n'y a plus aucune compétition. Elle a tous les territoires à elle toute seule. Elle a la Louisiane, elle a la Nouvelle-France, elle a les Indes orientales pour elle toute seule, elle a le Pacifique, elle a le Commonwealth, elle a les Caraïbes, où elle exporte énormément. Elle pratique son libre-échange. Elle a l'armée royale qui lui permet, derrière, de garantir ce libre-échange forcé, bien évidemment. Ce qui fait qu'elle devance les Pays-Bas, qui, eux, n'ont pas réussi à moderniser leur économie. Donc, l'Angleterre devient la première puissance économique mondiale. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Vous avez la bourse d'Amsterdam, qui n'est plus la première, mais qui se fait déclasser par la bourse de Londres. Donc les gens savent pertinemment que l'appareil industriel britannique est le meilleur au monde. Donc qu'est-ce qui se passe derrière ? Eh bien, on va déposer ses billes à Londres pour investir dans cet appareil économique anglais. Il faut suivre l'argent. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Guerre mondiale. Il faudrait d'abord savoir que les Allemands se développent énormément très vite. L'Angleterre est toujours première puissance mondiale, mais l'industrie anglaise commence à devenir très lourde, très coûteuse, très chère. Ils ne voulaient même pas faire la guerre. Ils ont dit, bon, si les Allemands arrivent en Belgique, on fait la guerre. Donc, derrière, vous avez par contre un autre pays qui, lui, est en train de se développer, les États-Unis d'Amérique. Donc, bien évidemment que l'Angleterre détruit toute son économie, détruit toute sa valeur ajoutée après les 2 guerres. Le premier pôle économique du monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? On passe de la City de Londres à la bourse de New York. Donc, c'est là-bas qu'il faut aller déposer son argent pour investir dans l'appareil industriel américain et s'en mettre plein les poches.
bourse de New York, ensuite Californie. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Réfléchissez un peu. Investissement, investissement. Réfléchissez un peu. Quand vous voulez prendre des décisions pour ce qui est de l'argent, vous pouvez prendre des décisions comme ça à court terme. Hein. À court terme, c'est-à-dire, ouais, vous voyez, il y a le Covid, bon, ça y est, il faut pas mettre son argent en Chine. Non. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que vous avez, on répète, l'Espagne avait le meilleur appareil de production mondial. Première bourse. Province unie. Les Pays-Bas avaient le meilleur appareil de production mondial. Bourse d'Amsterdam. L'Angleterre avait le meilleur appareil de production mondial. City de Londres. Les États-Unis d'Amérique avaient le meilleur appareil de production mondial. Bourse de New York, bourse de Californie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La Chine a le meilleur appareil de production mondial. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer derrière? L'argent va aller à Hong Kong. Ou bien à Singapour. Mais encore, et en plus de cela, ce qui va se passer là, tout autour de la Chine, ça va être un carnage. Parce que vous avez la Chine qui va faire du schumpeterien, vous avez le Vietnam qui va faire du ricardien, et vous avez tous les petits pays là, asiatiques qui sont en train de se construire, qui vont peut-être faire du keynésianisme. C'est-à-dire que l'État va intervenir, tu vois, il va encourager les gens à faire du business, on va copier ce que faisaient les Occidentaux à l'époque où ils sortaient de guerre. Donc vous allez avoir un développement mais indécent de l'économie dans cette zone. L'Extrême-Orient et le Moyen-Orient. Et en plus de cela, on a dit non à la Russie. Mais la Russie, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle est en train de vendre son énergie dans l'industrie du Pacifique. Pour peu cher. Donc une industrie qui a de l'énergie chère, une industrie qui a de l'énergie peu chère pour investir, c'est une industrie qui n'a plus aucune limite. Donc vous prenez comme ça la Russie, et vous prenez l'extrême-orient Pacifique avec l'Inde dedans. Moyen-Orient, c'est les pays arabes, l'extrême-orient, c'est les Taïwanais, c'est les Chinois, avec les Japonais. Mais à quoi vous vous attendez? Tous les capitaux du monde vont aller là-bas. Ils sont déjà là-bas. C'est même pas qu'ils vont aller là-bas, ils sont déjà là-bas. Souvent, on écoute les médias. Et pourquoi? Je dis ça parce que je fais de l'argent, moi, sur Internet. Je paye des programmes où je me forme. Hein. Je dis pas ça parce que je suis un charlatan. J'ai aucun problème à proposer en termes d'investissement. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros pour comprendre tout ça. Sur Internet, les choses, quand c'est sur Internet, c'est que c'est déjà trop tard. Hein. Vous faites une analyse profonde et vous regardez où se trouvent les capitaux aujourd'hui du monde. Ils se trouvent en Chine en premier lieu, après les États-Unis d'Amérique. Tous les capitaux du monde se retrouvent en Chine. Donc, au lieu d'écouter les conneries qu'on retrouve sur Internet, commencez déjà à savoir comment vous pouvez ouvrir un compte sur Saxo Bank, sur Interactive Broker. Si vous avez une société américaine, sur TD American Trade, connectez-vous au Stock Connect, connectez-vous au Bank Connect, ayez accès aux A-Shares, c'est-à-dire les compagnies chinoises qui sont disponibles sur les marchés américains, et commencez à faire vos analyses. C'est des conneries là. Tout se passe bien pour la Chine et pour Hong Kong. Tous les capitaux du monde aujourd'hui sont en Chine. Donc pour savoir où investir, il faut juste suivre l'or. Pourquoi? Parce que l'or, lorsque tu n'as plus confiance en appareil industriel, tu retires ta monnaie et tu achètes de l'or pour déplacer cet or autre part. Aujourd'hui, tout l'or du monde va en Chine, à Hong Kong. Déjà, la moitié de l'or se retrouve en Inde. La Russie achète de l'or. La Chine achète de l'or. Les BRICS sont en train de trouver une alternative au G7. Et vous êtes encore en train de dire que la Chine est à la ramasse parce qu'elle est en train de transitionner, de faire transitionner son économie d'une économie d'une économie décervelée. C'est-à-dire, on fait déjà ce qu'on fait, à une économie de l'innovation ou de la recherche. Et vous ne faites pas avoir par des trucs comme ça. Le Covid, ça ne veut rien dire. Regardez plutôt sur 10 ans. Tu vois. Parce que l'Empire espagnol, quand il a été puissant, c'était pas sur 2 ans comme là durant Covid. Quand la bourse d'Amsterdam était la première, ça n'a pas duré 2 ans. L'Empire britannique, ça a duré plus de 230 ans. Les États-Unis d'Amérique, ça a duré plus de 100 ans. 19, 2024, 80 ans. 80 ans. Donc faites attention. Il reste incertain, car la transition d'un modèle économique basé sur les investissements massifs et sur les exportations est en train de tendre vers un modèle d'économie axé sur la consommation intérieure et sur les services, mais cela se révèle complexe pour le gouvernement chinois. Une économie sur la consommation, c'est un mensonge. L'économie sur la consommation, c'est du keynésianisme. Nous avons dépassé cela en Chine. On est sur de l'innovation. Donc, non. Puisque les difficultés démographiques et notamment le vieillissement de la population
accentue ces difficultés. En réponse, le gouvernement de Xi Jinping tente de stimuler l'innovation et d'améliorer la productivité, mais les résultats tardent à se concrétiser. Tarde à se concrétiser. Vous avez quand même un pays qui, lui, contrairement aux occidentaux capitalistes qui ne pensent qu'à s'enrichir sur 10 ans, vous avez quand même un pays qui pense en termes de cinquantaine d'années. Cinquantaine d'années. Il pense long terme. Une analyse comme ça, c'est une analyse de personne qui n'a jamais fait de business. Parce que quand tu fais le business, tu sais pertinemment que la seule chose qui compte, c'est la croyance fondamentale d'un marché. C'est-à-dire comprendre d'abord quel est le mindset de ton client, de ta cible, comprendre comment il fonctionne, et ensuite se mettre à sa place pour lui vendre quelque chose. Le problème des Occidentaux, c'est que eux, ils ont toute leur vie été agressifs. Ils ont tout le temps utilisé l'armée pour justifier. Non, ils ont tout le temps utilisé l'armée pour perfectionner leur appareil de production industrielle, et ils pensent que la Chine va automatiquement faire pareil. Les États-Unis, c'est 80 coups d'État, la Chine, c'est 0 coup d'État. Les difficultés économiques de la Chine ont des répercussions mondiales significatives. En tant que principale locomotive de la croissance économique globale, un ralentissement de la Chine affecte directement les marchés internationaux et les chaînes d'approvisionnement. Les pays exportateurs de matières premières ressentent les effets de la baisse de la demande chinoise. Par ailleurs, les tensions commerciales et la réorganisation des chaînes d'approvisionnement ajoutent de l'incertitude économique, puisque les investisseurs surveillent de près ces évolutions et toute détérioration supplémentaire pourrait provoquer des perturbations sur les marchés financiers. Les premières victimes de cette crise bancaire et de la crise économique en général, très souvent, ce sont les épargnants. Et certains cherchent des solutions pour sécuriser leurs actifs. Sachez que... Encore une fois, ce qu'il est en train de dire venant d'un Français, ce n'est pas étonnant. Parce que les Français sont peut-être le pays, le peuple qui épargne le plus au monde. Donc venant d'un Français, ce n'est pas très étonnant. Si ça aurait été un Américain, j'aurais été très surpris. Pour stimuler une économie, pour redonner un souffle nouveau à une économie, pour stimuler l'innovation, tu ne peux pas épargner comme un bourrin. Donc il est normal que la Chine aujourd'hui est agressive sur l'épargne des Chinois pour les stimuler à l'innovation, pour stimuler l'appareil de production industrielle. Encore une fois, qui n'a, lui, jamais cessé de monter. D'accord ? Donc, le problème d'une épargne, c'est un faux problème, l'épargne. Mais imagine un moment, un peu de recul économique. Imaginez un pays qui fait bien les choses, exporte, on va dire la Suisse, prenons la Suisse, qui exporte correctement, qui fait bien les choses. Parce que d'ailleurs, même quand en début de vidéo, je parlais des banques privées, des banques nationalisées, par exemple, les banques privées en Suisse, il n'y a aucun problème à investir parce que le gouvernement ne fait pas n'importe quoi avec l'argent, avec la monnaie suisse. Lui, il sait dévaluer sa monnaie parce que la monnaie, le franc suisse est énormément demandé et derrière, il laisse le libéralisme faire de belles choses en Suisse et derrière, l'appareil de production industrielle suisse fonctionne parfaitement. Donc, les banques privées sont plus en santé que la France, par exemple. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que imaginez un pays où tout se passe bien. Imaginez l'Allemagne, qui a exporté durant des années et des années et des années. Et vous allez en Allemagne, les routes, c'est dégueulasse. Vous allez en Allemagne, le pays est dégueulasse. Vous allez en Allemagne, vous avez par exemple des Allemands qui se comportent comme des Français. C'est-à-dire qu'ils font plein d'argent et ils le mettent dans un compte bancaire. Et ça dort. Est-ce que vous pensez véritablement que ça peut durer longtemps ? C'est-à-dire que l'argent qui aurait pu servir à stimuler l'économie pour plus d'innovation, donner la chance à de nouvelles personnes qui veulent entreprendre, toi, tu laisses ton argent dans la banque ou bien tu vas le parquer dans de l'immobilier. C'est la pire des choses à faire. C'est ce qu'on appelle le capitalisme. Le capitalisme, c'est accumuler du capital et reallouer le capital qu'on a accumulé. C'est comme les banques. C'est vrai, souvent, quand on critique les banques, il faut comprendre que les banques, c'est vital dans une économie capitaliste. C'est vital. Parce que s'il n'y a pas de banque, on ne fait plus d'argent. Parce que les banques, elles,
Quand toi, tu laisses ton argent dans le compte bancaire parce que tu veux juste acheter de l'immobilier ou bien garder ton argent, eh bien, il ne faut pas t'étonner que la banque, elle, derrière, elle va prendre ton argent pour elle investir et qu'elle fait ton travail à ta place. Un pays en santé est un pays où tout le monde a la chance d'entreprendre, a la chance de créer de la valeur ajoutée, ou bien s'il est dans le paradigme des travailleurs, a une capacité de production efficace en tant que travailleur, tout le monde s'enrichit, tout le monde s'achète de l'immobilier, mais derrière, tout le monde se comporte comme un banquier. Un pays idéal en termes de capitaliste, c'est un pays qui a le mindset d'investissement des Américains, qui a le mindset de production des Suisses, ou bien des Allemands qui savaient bien exporter, et, euh, et, euh, et, ou bien même de la Norvège. Parce que la Norvège, elle exporte énormément, mais ensuite, derrière, tu as le gouvernement qui a un fonds souverain pour ensuite, derrière, réinvestir cet argent, reallouer cet argent dans des appareils industriels, peut-être suisses, peut-être américains, peut-être chinois, pour tout le temps faire de la valeur ajoutée. C'est très important. Donc, encore une fois, la question d'épargne chinois qui confisque l'épargne des Chinois, ce n'est pas un problème. On s'en fout. On s'en fout. Encore heureux que les Chinois, que le gouvernement chinois est en train de dire aux Chinois que ça suffit l'épargne. Parce qu'il faut investir. Il faut investir. Les Suisses, non, excusez-moi, les Anglais, les Américains, eux, ils le savent. Et qui font du cash, ils mettent de l'argent en bourse, ils essayent de tout le temps prendre leur épargne pour la mettre à risque et la faire travailler. En France, nous, on est là, on économise, on le met au fond du lit ou bien on achète de l'immobilier. Pas vous étonner ensuite que vous vous faites déclasser par d'autres pays et qu'ensuite ça devient difficile de mieux vivre dans votre pays. On ne vit pas mieux en économisant de l'argent. On vit mieux en ayant une capacité à créer de la valeur ajoutée et ensuite réinvestir cet argent dans son appareil de production. C'est-à-dire que si moi, mon appareil de production, c'est une chaîne YouTube et que ça fonctionne, je réinvestis dans ma chaîne YouTube. Et si je remarque que ma chaîne YouTube est quelque chose qui me ramène de l'argent, mais je peux trouver quelque chose qui me ramène encore plus d'argent, j'investis une part de cet argent autre part. Pour que des gens s'enrichissent comme des banquiers, il faut que les gens du pays se comportent comme des banquiers. C'est-à-dire qu'ils sachent réinvestir leur argent. Et ne croyez pas que tout le monde a la chance d'être norvégien. C'est-à-dire, vous exportez comme les Norvégiens et que derrière, vous avez un fonds souverain géré par le gouvernement, je pense, qui s'occupe de vous pour ce qui est de réinvestir le bénéfice. Tout le monde n'a pas cette chance. En Angleterre et aux États-Unis d'Amérique, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. T'as pas cette chance. En France, c'est une catastrophe. Donc, l'épargne, venant d'un Français, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, venant d'un Français, en France, on comprend pas ça. Bon, Dieu merci, les jeunes comme moi, ils comprennent, mais les vieux, ils comprennent pas. Les vieux, ils sont encore bloqués aux 30 glorieuses. Oh, c'était beau, nanani, on avait tous de l'immobilier, regardez, l'immobilier a baissé. Bah oui, bouffon, l'immobilier, il baisse parce que l'immobilier, au bout d'un moment, il change de nature. Au début, c'est une valeur refuge parce que tu t'achètes un bien, t'es plus SDF, mais après, au bout d'un moment, il faut passer à l'innovation, il faut faire de la spéculation, comme le font les banques. Dans les pays ultra-capitalistes, l'immobilier, ça sert pas à ce que tu aies un foyer. Excusez-moi. Dans un pays capitaliste comme l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique, l'immobilier et les banques, ça sert pas à ce que toi, tu ne sois plus SDF. Hein. Ça sert à faire du business, à faire de la spéculation, à faire du taux d'intérêt, à réallouer un capital pour davantage accumuler du capital. Donc l'épargne, ce n'est pas un problème. Il faut stimuler tout le temps l'épargne. Tout le temps. Et comprenez une chose. L'épargne, la gestion de l'épargne comme un banquier, c'est une forme de liberté économique. Je dis bien économique, parce que j'en ai marre d'entendre que l'Angleterre et les États-Unis sont des pays libres. C'est des pays libres économiquement parlant, mais le mot libre économiquement parlant, il a un côté positif et un côté négatif. Positif, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Négatif, c'est que c'est toi et ta chance. Il n'y a personne qui viendra t'aider. Voilà. Gérer une épargne, c'est de la liberté économique. Parce que derrière, lorsque vous renoncez à vous occuper de votre épargne, comme vous renoncez à vous occuper vous-même de votre liberté, quelqu'un d'autre s'occupera de votre épargne, comme quelqu'un d'autre s'occupera de votre liberté économique, et après, il ne faudra pas s'étonner ensuite d'être un esclave, économiquement parlant. Lorsque vous souhaitez
fuir l'esclavagisme, vous devez vous-même vous occuper de votre liberté. Que ce soit économiquement parlant, juridiquement parlant, socialement parlant. Une personne libre, c'est une personne qui s'occupe elle-même de son destin. Et donc, quand vous ne vous occupez pas de votre épargne, la banque, elle le fait pour vous, mais pas pour votre intérêt, pour son intérêt. La banque s'enrichit et la banque crée des monopoles. Et après, vous vous étonnez que derrière, la santé est libéralisée, l'école est libéralisée, l'armée est libéralisée, l'économie est libéralisée. Quand je dis libéralisée, c'est-à-dire que c'est à la merci des gros poissons qui vont capter le secteur, créer une économie, un monopole, brider les prix, et vous n'avez plus de chance derrière. Comme l'agriculture est libéralisée. Il ne faut pas vous étonner derrière. C'est parce que vous laissez les banquiers s'occuper de votre liberté économique. La monnaie, c'est le taux d'intérêt et le taux de change. Le taux de change, c'est le cash. Lorsque vous vendez un t-shirt à un Tunisien, ou bien, je ne sais pas moi, à un Américain, lorsque vous vendez votre t-shirt à 20 euros, étant vous en France, vous récupérez les 20 euros, c'est du taux de change. Vous avez accumulé du cash. Mais derrière, la monnaie, c'est aussi du taux d'intérêt. Donc, quand vous prenez les 20 dollars que vous avez récupérés chez l'Américain et que vous laissez en banque comme ça, sous forme de reconnaissance de dette pour la banque, ne vous inquiétez pas, le banquier, lui, il finira le travail que vous avez commencé. Taux de change. Et lui, derrière, il ira s'enrichir d'une autre manière. Vous devez vous occuper de votre taux de change et de votre taux d'intérêt. Donc, de votre appareil de production, c'est-à-dire votre business, votre capacité à faire de la valeur ajoutée pour capter du cash, capter du taux de change, du coup, et ensuite votre appareil, et ensuite le taux d'intérêt pour bien gérer votre épargne. Donc, la question sur l'épargne et de la Chine, c'est du folklore. C'est du folklore total. Encore heureux, un pays qui innove, un pays qui a une économie en bonne santé, un pays qui est capitalistiquement parlant, efficace, innovant et compétitif, est un pays où des gens savent bien gérer leur épargne. C'est un pays où l'épargne est bien gérée. Et si vous ne vous occupez pas de votre épargne, il ne faut pas vous attendre à ce que les banques le fassent à votre place, et après vous allez vous plaindre derrière que les banquiers sont des grands méchants loups. Encore une fois, je répète, tout le monde n'a pas la chance de la Norvège qui a un fonds souverain. Que la débancarisation est une option intéressante et de plus en plus prisée. Des comptes sans banque fleurissent, et notamment la solution proposée par Veracash qui vous propose d'ouvrir un compte sans banque adossé à des métaux précieux qui vous permettent de diversifier vos investissements et de sécuriser une partie de votre patrimoine. Cette méthode, elle vous permet également de vous protéger des fluctuations des marchés financiers traditionnels. En investissant dans des métaux précieux comme l'or et l'argent, les fusions, la santé et l'économie peuvent se prémunir contre les risques économiques et financiers tout en soutenant des solutions plus stables et résilientes. Je vais revenir parce qu'il a dit quelque chose qui m'a choqué. La preuve que cette vidéo elle est très douteuse. Les fluctuations des marchés, une partie de votre patrimoine précieux qui vous permettent de diversifier vos investissements et de sécuriser une partie de votre patrimoine. Cette méthode, elle vous permet également de vous protéger des fluctuations des marchés financiers traditionnels. En investissant dans des métaux précieux comme l'or et l'argent, les épargnants et investisseurs peuvent se prémunir contre les risques économiques et financiers tout en soutenant des solutions plus stables et résilientes. Voilà, ce qu'il vient de dire par rapport... c'est un placement de produit, mais c'est pas grave, on va commenter. Il a dit que il vous propose cette banque pour que vous diversifiez vos revenus, diversifiez vos... comment est-ce qu'il vient de dire ça votre prise de risque afin d'avoir une stratégie assez conservatrice ou bien une stratégie qui vous permet de gagner de l'argent mais sans trop en perdre. Ok. Il vous a parlé de l'or et de l'argent. J'aimerais dire ceci. Acheter de l'or, vous avez deux paradigmes dans un pays. Qu'on arrête de se plaindre que on vit dans un monde capitaliste. Si tu veux changer le monde, il faut d'abord gagner de l'argent. Voilà. Donc, dans le paradigme capitaliste, vous avez deux paradigmes. Vous avez le paradigme où vous accumulez du capital et vous avez le paradigme où vous préservez le capital. Là, le paradigme où vous accumulez du capital, c'est le paradigme industriel, moyen de production. Le paradigme où vous préservez du capital, c'est le paradigme où vous sortez de l'appareil industriel, donc vous n'êtes plus dans la prise de risque et vous prenez votre capital et vous le transformez et vous le transformez ou bien vous le déposez, je ne saurais trouver le bon mot exact,
on va dire, déposé dans des choses qui, elles, gardent de la valeur. Donc votre capital sera préservé au travers de ces choses. Quand on vit dans un monde capitaliste, donc le but, c'est de faire du profit pour mieux vivre, malheureusement. Quand vous avez la possibilité de toucher un appareil de production, quand je dis appareil de production, je parle d'industrie. C'est-à-dire, je parle d'une économie qui sait faire beaucoup de bénéfices de cash. Quand vous avez la possibilité d'atteindre, de toucher une économie efficace, une économie qui fonctionne, un appareil de production efficace, un appareil de production qui fonctionne, industrie, il n'y a aucune raison d'acheter de l'or. Aucune. C'est la dernière chose à faire. Sauf si, bien évidemment, vous commencez à vous faire vieux. Si vous avez moins de 30 ans comme moi, si vous avez moins de 45 ans, c'est la chose la plus stupide à faire. Stupide. Quand vous commencez, plus vous vieillissez, plus achetez de l'or. Ok, d'accord. Mais quand vous êtes jeune, il n'y a aucune raison d'acheter de l'or. Prenez des risques. Donc, dans l'appareil de production, encore une fois, vous avez capté la monnaie, le taux de change et le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt comme le livret A, comme le private equity, comme la bourse, marché financier public. D'accord ? La monnaie, c'est la monnaie. C'est pas que du cash. La monnaie, c'est du cash et du taux d'intérêt. La monnaie ne sert qu'à une seule chose. Elle ne sert qu'à avoir accès à une industrie. Donc vous avez la monnaie, vous la mettez dans une industrie. C'est un outil, la monnaie. La monnaie est un outil que vous mettez dans une industrie. C'est un outil qui vous permet d'accéder à une industrie qui va ensuite créer de la valeur ajoutée et qui va vous permettre de vous enrichir au travers du taux d'intérêt et du taux de change. Donc lorsque vous avez la possibilité de toucher une industrie pour vous enrichir, restez dans ce paradigme-là. Lorsque vous entendez que des personnes vendent leurs actions, vendent leurs bons du trésor et puis économisent du cash, ça ne veut pas dire qu'ils sont passés dans la phase préserver leur capital. Non, ils sont toujours dans le paradigme accumulation de capital. Parce que je l'ai dit, la monnaie est un outil industriel, on est toujours dans un outil de production, on est toujours dans le paradigme accumuler du capital. Donc quand vous entendez cash is king et que des personnes sont encore en train aujourd'hui d'avoir du cash et qu'ils attendent, ça veut dire qu'ils ont toujours foi à ce que l'économie, l'appareil industriel fonctionne ou refonctionne, soit relancé pour qu'ils investissent directement et rapidement leur cash. Voilà. Et derrière aussi, il y a des gens qui, eux, gardent leur cash parce qu'ils se rendent compte très vite que garder du cash, comme une forme de taux d'intérêt parce qu'il y a des fluctuations entre la monnaie, est aussi une manière d'accumuler du capital. Moi, par exemple, durant le Covid, j'ai gagné beaucoup d'argent. Parce que, après le Covid, lorsqu'il y a eu des trucs en Ukraine. Pourquoi ? Parce que j'ai des amis qui sont en Russie, qui m'ont permis d'avoir accès à des bourses, à des banques russes. Tout simplement, il fallait juste avoir du rouble. Hein. T'as du rouble, la Russie envahit l'Ukraine, le rouble fait boum. Il m'a appelé, il m'a dit Thierry, si t'as, parce que je fais de l'e-commerce et je travaille beaucoup avec des mannequins russes pour faire des photoshooting pour mes marques d'e-commerce. Il m'a dit Thierry, écoute, si tu as des billes, si tu veux acheter de nouveaux services pour ta marque d'e-commerce, si tu veux qu'on prenne encore des modèles, fais-moi signe parce que là le rouble il a baissé donc ça va te coûter absolument pas cher. Il dit, ah bon ? Ouais. Je lui ai envoyé des billes. J'ai dit, non, les billes, ce que tu vas faire, tu vas les mettre dans un compte bancaire, tu vas pas les toucher. Tu vas pas les toucher. Le rouble était tellement bas. Mais c'était évident que ça allait remonter. Parce que le rouble est adossé à la fluctuation du pétrole, de l'énergie. Quand c'est remonté, tu te fais plein de cash quand tu changes ça en dollars. Voilà, donc souvent, quand les gens gardent du cash, c'est soit dans un but de préserver le taux de change, donc la devise de cash, pour ensuite remettre dans l'appareil industriel et accumuler du capital, ou bien du taux d'intérêt, c'est-à-dire la fluctuation entre deux économies. Et quand vous entendez que des personnes changent leur monnaie en or, c'est qu'ils n'ont absolument plus confiance à un appareil industriel. Ils ont pertinemment compris que là, il n'y a plus aucun moyen de s'enrichir, donc on change l'argent en or. Et là, l'or, on va le déplacer, comme je vous expliquais, l'Espagne, les Provinces-Unies Pays-Bas, l'Angleterre,
les États-Unis d'Amérique et aujourd'hui la Chine et Hong Kong, on va prendre son cash, on va prendre son or ou le Bitcoin et puis on va le déplacer vers un appareil industriel qui fonctionne. C'est tout. Donc, faites très attention à ce qu'il vient de dire. D'accord ? Bien sûr qu'après, il faut avoir un peu d'or. Si vous avez la capacité d'avoir de l'or, c'est toujours bien, tu vois. Moi non. Non. Moi, si j'estime que j'ai de la possibilité de m'enrichir en cash là maintenant, je préfère jouer avec ça. Je garde un peu de cash et j'ai des actions. Et voilà. Moi, l'or, c'est pas. Moi, je suis très jeune encore pour avoir de l'or. Je m'en fous totalement. Mais au moins, gardez cela en tête. L'or, ça n'a jamais été pour. C'est complètement stupide aujourd'hui d'avoir de l'or en se disant je vais m'enrichir en or. À la limite, et du cash, quoi, tu vois. Comme le rouble à l'époque de l'Ukraine, comme le yen qui allait à l'encontre lorsque on baissait les taux d'intérêt, comme la lire turque, c'était exceptionnel, la lire turque. Quand tu es entrepreneur et que toi, tu exportes tes extensions capillaires et que tu vis à l'intérieur de la Turquie avec des lires turques, mais tu n'imagines même pas. Tu étais comme un roi. Tu vends du dollar et tu vis avec de la lire turque. Tu es comme un roi. Donc les gens, lorsqu'ils achètent de l'or, c'est qu'ils estiment que l'économie ne fonctionne plus. Au revoir. Exemple le plus pertinent, c'est la guerre. En temps de guerre, tout le monde achète de l'or parce qu'ils savent que l'économie ne fonctionne pas. Ils savent que ça ne fonctionne pas. Comment le business, la guerre, c'est très mauvais pour le business. Donc moi, je voulais juste faire une petite parenthèse sur faites très attention à ce qu'il vient de dire par rapport à diversifier votre patrimoine, moyens de production, l'or et le métal. Ayez de l'or si vous le souhaitez, mais sachez que normalement, dans la plupart des cas, l'or n'est pas la première chose à avoir lorsque vous souhaitez vous enrichir. En conclusion, la santé économique de la Chine est cruciale pour l'équilibre et la stabilité économique mondiale. Entre crise bancaire, ralentissement économique et perspectives incertaines, le pays traverse une période de turbulence significative. Les réformes et les mesures de relance seront déterminantes pour stabiliser l'économie et retrouver une trajectoire de croissance durable. Pour les épargnants, la débancarisation et l'investissement dans des actifs tangibles comme ceux proposés par Veracash offrent une voie de diversification et de sécurisation financière. Voilà, donc la vidéo est terminée parce qu'il est en train de faire un placement de produit. Moi, les amis, je vais juste vous dire ceci. Retenez juste cela. Pourquoi est-ce que je parle ? Je répète, parce que je fais de l'argent sur Internet en ligne avec des marques d'e-commerce, avec des services que je vends grâce à ma chaîne YouTube, grâce à de la publicité sur Facebook, ce qui me permet d'accumuler du capital. Avec ce capital, j'achète des formations pour essayer de mieux comprendre tout ce qui est gestion de l'épargne, gestion du taux d'intérêt, pour me permettre de continuer à accumuler du capital en différenciant mes moyens de production. C'est de la diversification économique. J'aimerais dire ceci pour terminer. L'immobilier. J'ai parlé de l'épargne tout à l'heure et j'ai parlé de l'immobilier. Derrière, j'ai parlé de 3 types d'économies, mais vraiment de manière très basique. Le keynésianisme. Le keynésianisme, c'est une économie de reconstruction selon après-guerre, où l'État est très présent, il va stimuler l'économie, ce qui va créer derrière beaucoup de masse monétaire. C'est très dangereux parce que c'est pas parce que tu as beaucoup de masse monétaire que ça va forcément dire que l'économie va fonctionner si il n'y a tout simplement pas d'industrie et de moyens de production. Ça va créer beaucoup de demandes pour peu d'offres, ce qui va tout simplement faire de l'inflation. C'est une aberration totale. Mais un keynésianisme qui peut fonctionner, ça peut être par exemple les 30 Glorieuses, où l'État est beaucoup intervenu et derrière, tout le monde avait du travail. Vous avez ensuite le ricardien. Encore une fois, le ricardien, on va rester encore très basique parce que ça aussi, c'est une aberration. C'est le libre-échange avec l'exemple stupide du vin derrière et du vin espagnol et derrière du drap anglais, liberté d'échange, spécialisation du travail. Tout le monde est content de travailler l'un avec l'autre. C'est une économie qui permet une économie très libérale, très, très, très libérale. Une économie derrière où tu vas avoir une industrie plus efficace, et quand je dis plus efficace, c'est-à-dire plus axée sur le profit, car lorsque tu fais du libéralisme avec les autres, lorsque tu exportes ton industrie, comme par exemple les Européens qui ont exporté leur industrie en Chine, on vise le profit, on fait plus de bénéfices. Et ensuite, vous avez la dernière économie, schumpeterienne, encore de manière très simple, une économie où vous ne pouvez plus jouer sur la compétitivité des prix. Vous devez maintenant jouer sur ce qu'on appelle la valeur ajoutée, le branding, la valeur perçue d'un marché vis-à-vis de votre industrie, comme la Suisse, comme les États-Unis d'Amérique, comme le Japon, comme la Corée du Sud, comme l'Allemagne et comme la Chine
aujourd'hui. C'est une économie où on ne parle plus de j'ai le prix le moins cher, venez me voir. C'est une économie où on ne cherche plus forcément à être axé sur le libre-échange ricardien. C'est une économie où on innove, on a une forte valeur perçue. Alors, notre marché et le marché des compétiteurs a une forte valeur perçue pour ce qui est de notre industrie. Et du coup, ils estiment que nous avons la meilleure valeur ajoutée, ce qui nous rend compétitifs en sortant du paradigme des prix. Et encore une fois, si tu es capable d'innover et peu cher, alors là, c'est le jackpot. Exactement comme a fait Elon Musk en vendant des fusées ou bien en construisant des fusées 4 fois moins chères que la NASA. Il a innové et en plus d'innover, il l'a fait pour moins cher. Vous avez principalement 3 économies. D'accord. Ensuite, vous avez les classes d'actifs. Et j'aimerais juste revenir sur la classe d'actifs de l'immobilier quand je parlais d'épargne. En fonction de ces 3 économies, vous regardez la classe d'actifs d'un pays pour savoir comment se comporte le pays. Vous avez l'énergie, le cours de l'énergie, vous avez l'inflation, vous avez l'or, vous avez l'equity privé et public, vous avez le produit intérieur brut nominal, donc la valeur ajoutée du travail, et vous avez l'immobilier. Et moi, j'aimerais parler de ça surtout pour les Français qui pensent que acheter de l'immobilier est quelque chose qu'il faut tout le temps faire. C'est une aberration. Donc, dans une période keynésienne, par exemple, qui se comporte très bien, restons positifs pour les trois. Pour les trois, restons positifs. Même s'il y a beaucoup de trucs à dire pour ce qui est des trois. Pour une période, l'exemple parfait du keynésianisme, c'est les 30 glorieuses. Dans les 30 glorieuses, vous allez avoir le cours du pétrole qui ça va bien, parce que le gouvernement gère sa monnaie. J'ai oublié d'ajouter la classe d'actifs d'ailleurs des bons du trésor d'un gouvernement. Donc le gouvernement gère sa monnaie, donc le cours de l'énergie n'empiète pas sur l'industrie d'un pays. L'or est bas, l'inflation est basse, le cours de l'énergie est bas, la valeur travail est élevée, l'equity est élevé, les bons du trésor du gouvernement sont élevés et l'immobilier est élevé. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'enrichit. Et lorsque tout le monde s'enrichit, derrière, vous avez des gens qui vont acheter de l'immobilier. Ça, c'est le paradigme parfait du keynésianisme. Si on estime que le gouvernement intervient pour stimuler l'ensemble du pays, que tout se passe bien. Ensuite, vous avez... Mais ça a ses limites. Ça a ses limites parce qu'au bout d'un moment, il faudra passer à de l'innovation. Ça a ses limites, pourquoi ? Parce que c'est là où les 30 glorieuses ont échoué. Parce que les 30 glorieuses sont se retrouvées en compétition avec les Chinois. Donc, même si la France modifiait sa monnaie, l'industrie chinoise restait toujours plus compétitive. Donc là, l'économie, ça bloque. Parce que je vous ai dit que pour regarder le développement d'une industrie, normalement, pour que l'industrie comme ça continue de monter, à chaque palier, vous avez une économie keynésienne, ricardienne et schumpeterienne. Donc l'économie bloque. Elle bloque l'économie. Et donc là, ensuite, il faut passer à du ricardien. Donc trouver le moyen de faire du profit à travers du libre-échange. Et c'est comme ça que vous avez des pays comme la France qui vont exporter leur industrie chez les Chinois. Ce qui continue de rendre les choses plus profitables. Et là, il va se passer une chose différente pour ce qui est des classes d'actifs économiques d'un pays. L'or va commencer à monter parce qu'il y a une fuite des capitaux. L'inflation commence à augmenter. Ça commence à augmenter. La valeur de travail commence à baisser. Parce que pourquoi ? On est en train de maximiser sur les moyens de production. Maximiser sur les moyens de production, c'est-à-dire faire du profit. Faire du profit, c'est-à-dire le chômage et l'inflation. Parce que c'est avec le chômage et l'inflation que l'entrepreneur, lui, a le meilleur, a le pouvoir des négociations le plus puissant par rapport aux travailleurs. Donc l'inflation commence à augmenter, la valeur de travail commence à baisser. Et là, l'immobilier, il peut augmenter comme baisser. Mais normalement, il va baisser parce que la valeur de travail baisse. Mais s'il continue de monter, c'est parce que des gens s'enrichissent. Mais pas tout le monde. Et les bons du trésor, ça va dépendre. Ça va dépendre du gouvernement. Par exemple, les bons du trésor suisse, ça va, parce qu'il y a une forte demande du franc suisse, mais derrière, le gouvernement est capable de racheter de la monnaie extérieure pour stabiliser le franc suisse. Donc ça aussi, ça peut changer. Et là, je parle de ça juste pour rester dans l'immobilier. Ça va arriver à terme. Et ça va arriver à terme, ricardien. Ça va arriver à terme. Ensuite, il faudra passer de l'innovation. Et qui dit innovation dit capitalisme ultra sauvage. Parce que là, c'est l'innovation. Et dans l'innovation, tu ne peux pas te faire déranger par des travailleurs qui te cassent les couilles, comme durant mai 68, ou bien comme Margaret Thatcher a maté des syndicalistes et des travailleurs. D'accord. Donc là, on est dans du capitalisme sauvage. Dans le capitalisme sauvage, tu regardes encore une fois les classes d'actifs. Donc, c'est presque pareil que le ricardien, sauf que maintenant, l'equity, ça augmente, la valeur de travail, ça baisse encore, l'inflation, ça baisse encore, et l'immobilier, ça peut augmenter.
Ce que j'aimerais dire d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que quand on reste dans la classe d'actifs de l'immobilier, moi, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Parce que les gens, souvent, ils vont dire que, regardez, Evergrande en Chine, c'est cassé la gueule. Ils vont dire que l'immobilier est la valeur sûre dans un pays. C'est une aberration de penser que l'immobilier est une valeur sûre dans un pays. Dans le keynésianisme parfait, par exemple, des 30 Glorieuses, vous avez l'immobilier qui monte. Mais la classe d'actifs, à ce moment-là, dans le keynésianisme des 30 Glorieuses qui monte, c'est de l'immobilier à titre de valeur refuge. Donc, c'est-à-dire que je m'enrichis, j'achète de l'immobilier. Mais au bout d'un moment, ça arrive à saturation. C'est pour ça que le keynésianisme est une aberration. Ça arrive à saturation. Parce qu'il y a après tout le monde qui se loge. Et ensuite, derrière, ça arrive à saturation doublement parce que les industries, pour elles, continuent d'innover. Il va falloir qu'elles commencent à mater les travailleurs pour optimiser sur la production. Et donc, du coup, si vous remarquez que dans le schumpeterien et que derrière, dans le ricardien, l'immobilier continue de monter, ce n'est pas forcément parce que des gens s'enrichissent et qu'ils achètent de l'immobilier. C'est peut-être parce que les gens s'enrichissent et ils estiment que l'immobilier ne devient plus une valeur refuge, mais devient plutôt une valeur spéculative. Et là, on entre plutôt dans du paradigme de production et non plus dans du paradigme de valeur refuge. Parce que dans le keynésianisme, vous avez l'or qui est une valeur refuge, l'immobilier est aussi une valeur refuge. Et le reste, c'est des appareils, c'est tout ce qui permet de faire de l'accumulation de capital. Car tout à l'heure, je l'ai expliqué, vous avez à droite tout ce qui vous permet de vous accumuler du capital, vous avez à gauche tout ce qui vous permet de préserver le capital. Dans le keynésianisme, dans des économies de reconstruction, dans du relèvement économique, vous avez l'immobilier et l'or qui permettent de protéger son capital. Et le reste, c'est ce qui permet d'augmenter son capital. L'equity, le taux d'intérêt, les bons du trésor, l'énergie, le coût de l'énergie et l'exportation, les appareils de production. Tout ça, c'est du capital. Plus une économie se développe et plus l'immobilier change sa valeur économique. Il passe de valeur refuge à valeur productive. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui utilisent plutôt l'immobilier pour spéculer. L'exemple des banques. Les banques n'utilisent pas l'immobilier pour faire de la valeur refuge pour que le banquier vive chez lui. Non, il utilise l'immobilier pour faire du taux d'intérêt. Donc du coup, l'immobilier change carrément de paradigme. Il sort du paradigme valeur refuge pour entrer dans le paradigme appareil de production capitalisme. Parce que le capitalisme, on l'aurait dit, c'est de l'accumulation de capital et c'est de la relocation du capital. Donc j'accumule du capital, ce capital, je le remets dans ma machine ou bien je le mets dans la machine de quelqu'un d'autre qui lui aussi sait faire de l'argent. Donc là, l'immobilier change de paradigme. Donc il y a une croyance forte en France que l'immobilier, c'est la chose à faire. L'immobilier, c'est important. Il faut tout le temps acheter de l'immobilier. Ça dépend. Hein. Ça dépend. Dans un premier temps, oui, parce qu'il vous logez. Dans un deuxième temps, à voir. Pourquoi est-ce que je parle d'immobilier? Parce que beaucoup de gens en Chine disent que Evergrande a fait faillite. Mais Evergrande et l'immobilier, ce n'est pas une valeur refuge. C'est un faux débat, c'est un faux problème, car en Chine, tout le monde est logé. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, la Chine a sorti 500 000 personnes de la pauvreté. Sortir des gens de la pauvreté, c'est-à-dire des gens qui, derrière, ont une maison. Donc là, dans le premier paradigme de l'immobilier, les gens sont logés. Donc quand Evergrande fait faillite, c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que au moment où Evergrande s'endette pour faire de l'immobilier, on n'est pas dans de l'immobilier à titre de refuge, on est dans de l'immobilier à titre productif. Donc la classe immobilier parmi les classes d'actifs, tu peux indirectement plutôt la corréler à de l'equity. Et si vous regardez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le développement de l'économie de la Chine, ça a toujours monté. Donc l'immobilier, les gens disent, excusez-moi, l'immobilier, les gens disent que ça a baissé, que c'est la catastrophe du monde. Moi, je vous dis que non. Pourquoi? Parce que les gens sont logés et quand vous prenez l'immobilier dans l'appareil industriel et que vous l'ajoutez avec d'autres, et quand vous prenez l'immobilier dans l'appareil industriel et que vous l'ajoutez à d'autres industries en Chine, la somme qui constitue l'industrie chinoise reste positive. Donc, ça monte toujours. Donc, l'immobilier de business, pour faire simple, l'immobilier business est cassé la gueule, mais il y a d'autres industries en Chine qui, elles, fonctionnent parfaitement. Donc, c'est un faux débat. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à l'immobilier. Il faut prendre l'immobilier avec des pincettes, avec de très grosses pincettes. Voilà. Sur ce,